Bonjour à tous, vous le savez, Livre Noir connaît une progression et un développement fulgurant depuis 3 mois en doublant nos audiences sur Instagram de 30 000 à 60 000 abonnés par mois, en produisant près d'une vidéo par jour sur notre chaîne YouTube, en cumulant plus de 170 millions de vues depuis septembre sur Twitter et surtout en diffusant déjà 2 magazines trimestriels d'enquêtes et de reportages de terrain. À l'approche de Noël, nous souhaitons vous proposer de rejoindre cette belle communauté en devenant abonné de Livre Noir grâce notamment à une offre promotionnelle de moins 50% à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 décembre à minuit sur toutes nos offres numériques et magazines. Et pour vous remercier pour tous les abonnements réalisés avant le mercredi 20 décembre à midi, vous recevrez le second magazine de Livre Noir avec une dédicace de toute l'équipe. C'est ce lien avec nos abonnés qui fait notre force et notre spécificité. Je vous invite donc d'ores et déjà à vous rendre sur notre site internet et à rejoindre la belle communauté d'abonnés de Livre Noir. Merci à tous et croyez en notre détermination et à très bientôt. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir Eric. Merci beaucoup de nous accorder à nouveau un entretien. La dernière fois qu'on vous a reçu, c'était juste après le second tour de la présidentielle. Donc on a une audience qui vous aime beaucoup. Donc je pense que c'était important de terminer cette année aussi avec vous. Pour ceux qui vous connaissent moins, vous êtes un des journalistes aujourd'hui les plus connus. Vous avez été absolument dans tous les médias. Vous avez couvert aussi bien la France que l'international. On en parlait avant le début de cette émission. Vous aviez été le premier journaliste français à interviewer notamment Donald Trump. Et pendant cet entretien, je voulais parler avec vous de beaucoup de sujets, à la fois du conflit en Israël, de la guerre en Ukraine, des questions des élections américaines, de la liberté de la presse aussi, et de la liberté d'expression en France. Donc, beaucoup de sujets passionnants. Et avant de commencer, j'invite aussi nos auditeurs à participer à notre grande campagne de dons. On le dit, on recherche 50 000 €. On est déjà à la moitié de nos objectifs pour créer un pôle enquête sur l'extrême gauche et rendre coup pour coup à Mediapart et à Street Press. Alors André Berkoff, ma première question elle est simple. Pendant le conflit, depuis le 7 octobre, sur le conflit en Israël, on observe une forme de division d'un camp à la base contestataire, qui à l'époque avait une voix différente sur la guerre en Ukraine, qui avait une voix différente sur le Covid, et qui là s'est un peu fracturé. Beaucoup ont choisi le camp de la Palestine. Vous soutenez Israël. Comment vous expliquez ça ? Alors d'abord, je soutiens Israël, mais je dois dire, et ce n'est pas pour faire un jugement de Salomon et de me dérober, mais je soutiens aussi la création d'un État palestinien. C'est-à-dire que je ne suis pas, vous savez, de ces gens qui sont assignés à résidence, ont un camp, une étiquette et font les croisades. Évidemment, confortablement assis sur un fauteuil comme celui du Livre Noir, qui est très agréable, effectivement. Non, le problème, vous savez, on pourrait en passer des heures, Eric, à parler de cela, c'est qu'il y a, comment on dit, une terre pour deux peuples. En fait, un peuple qui ne se sentait pas peuple et qui était dispersé sur toute la surface de la planète, on dit le peuple juif, et un peuple qui s'est créé par effectivement un certain nombre d'évolutions de l'histoire, qui est le peuple palestinien, mais qui, encore une fois, était composé des gens qui habitaient, il faut ne jamais l'oublier, que le Moyen-Orient a été découpé, redécoupé, 10 milliers de fois, l'Empire ottoman d'abord, ensuite le mandat anglo-français, qui ont découpé la Cisjordanie, la Jordanie. Vous savez, on oublie toujours, et moi j'ai des billets de banque avec, c'est écrit en hébreu, et c'est écrit Palestine. La carte de naissance de Moshe Dayan, le fameux général israélien, il était Moshe Dayan palestinien. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous savez le problème qu'il y a, c'est qu'il y a une ignorance, je ne dis pas crasse, il y a une ignorance ou une mauvaise foi, mais souvent plus d'ignorance que de mauvaise foi, de gens qui ne connaissent pas. Et on ne peut pas parler de cela, ou alors on se laisse aller à l'émotion, la passion, à l'hystérie même, si on ne comprend pas ce que c'était que ce Proche-Orient. Il est là. Alors après, on peut aller toutes les thèses. Moi, je dirais simplement que le 7 octobre a amené deux choses. Le 7 octobre et la suite.
c'est que les Israéliens étaient un peu reposés sur leur laurier en disant tout va bien, il y a les accords d'Abraham, l'Arabie saoudite se rapproche, tout va entrer dans une certaine normalisation. Certes, il y a le Hamas, certes, il y a le Hezbollah, certes, il y a des gens qui ne veulent plus que nous soyons là, mais grosso modo, c'est en train de s'arranger. Et puis, il y a eu le 7 octobre. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Deux choses. D'abord, le mythe, le narratif de l'invincibilité de l'armée israélienne en a pris un sacré coup. Et on parlait du Mossad, des renseignements. Il n'y avait pas une souris qui pouvait passer à la frontière de Gaza sans que les Israéliens, le renseignement, le Shabak et le Mossad ne le sachent. On a vu 3000 personnes avec des drones, des armes surarmées, etc., sont rentrées et ont fait ce qu'ils ont fait. C'est un véritable, il faut le dire quand même, un véritable massacre avec des moments extrêmement terrifiants. C'est-à-dire qui ont montré, donc, et la seconde chose, c'est que le vivre ensemble, n'oubliez pas, que la plupart des villages israéliens, c'était en Israël, qui étaient proches de la frontière de Gaza, étaient des villages peuplés par des pacifistes, par des gens qui voulaient absolument la collaboration israélo-palestinienne et disons que la paix. Et il y avait beaucoup de travailleurs gazaouis qui venaient travailler dans les maisons, les champs, etc. Et ce sont eux qui ont indiqué aux gens du Hamas quelles étaient les chambres, les maisons, etc., où ils pouvaient massacrer à l'aise. Donc, ça aussi, ça en a pris un sacré coup. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'évidemment, les Israéliens se sont retrouvés, les problèmes avec Netanyahou et compagnie, ce sera après la guerre, c'était après, en tout cas, la guerre qui dure actuellement. Tout ça, les comptes vont être réglés, c'est évident. Mais en attendant, il y a un problème qui est là, c'est que le narratif ou le mythe de la coexistence aujourd'hui s'est effondré, je ne dis pas pour toujours, mais pour quelque temps. Mais encore une fois, vous savez, entre la Jordanie, la Cisjordanie, etc., il n'y a pas de problème. C'est indissociable. La reconnaissance de l'État d'Israël par tous les peuples arabes et la création d'un État palestinien en Cisjordanie. Alors, est-ce que Gaza sera là ou en Égypte, etc. Mais après, tout peut se régler, mais à partir du moment où l'un ne veut pas la mort de l'autre. Or, et je continue là-dessus, il est évident que pas du tout chez tous les musulmans, absolument pas. Et simplement chez les islamistes radicaux, les frères musulmans, les intégristes, il n'est pas question pour eux, et c'est très, très, sincère chez eux, si je peux employer cette expression, il n'est pas question d'avoir un centimètre carré de terre arabe qui n'est pas musulmane et arabe. Ça leur paraît, c'est impossible. Donc, que Israël soit là, c'est pour eux quelque chose, vous savez, ils le disent d'ailleurs, vous avez entendu, « From the Jordan to the sea, Palestine will be free ». Du Jourdain à la mer. Ça veut dire que ça ne laisse pas un centimètre ou un pouce à Israël. Donc il faut bien voir que chez certains, mais depuis des générations, c'est pas nouveau, hein, mais c'est entretenu chez les enfants, etc., Israël est une anomalie qui devrait disparaître. Alors, comment ceci va évoluer? Alors, on pensait que c'était fini, qu'on avait dépassé cela, etc. Non, ce n'est pas dépassé. Donc, le problème, il est là, et effectivement aussi, que Israël, en poussant les colons cisjordaniens, en disant « oui, Judée, Samarie, c'est à nous », etc., n'a pas arrangé les choses. C'est évident que ce n'est pas en disant « oui, on va conquérir toute la Judée-Samarie », eh bien, on va régler le problème. Ou alors, il faut conquérir la Jordanie elle-même. Et le roi Abdallah, c'est un autre problème. Mais, vous voyez, tout ça est imbriqué à la fois dans l'histoire, 3000 ans d'histoire, hein, le tombeau, qu'est-ce que vous voulez, le temple de Jérusalem, le temple de David, etc., la mosquée d'Al-Aqsa, l'église du Saint-Sépulcre. Vous voyez ce que c'est, Jérusalem? C'est une espèce de comprimé chauffé à blanc de tous les monothéismes à la manière la plus totale et la manière la plus explosive. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ce qui pour moi, comment dirais-je, ce que j'exècre et ce que je trouve lamentable, c'est les gens, chez nous, en Occident ou ailleurs, qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Encore là-bas, les passions s'exacerbent, je ne les justifie pas, je ne les excuse pas, je peux les comprendre et les expliquer. Mais que ici, les gens ne prennent pas le temps
d'écouter, de lire, de prendre le temps de voir ce que c'est, de voir la complexité du problème et de choisir son camp pour des raisons plus ou moins glauques, souvent, eh bien là, il y a un problème. Il faut savoir quand même, il y a eu le passé des Juifs, on ne va pas le répéter, et évidemment, qu'est-ce qu'ils sentent? Ils se disent, ça y est, ils veulent finir le travail d'Hitler. Et on peut comprendre qu'un certain nombre de gens se disent, en fait, Hitler n'a pas fini le job, il faut ils veulent le finir. Et ça a été dit sur Al Jazeera par Youssef El-Qaradawi, le prédicateur qui est mort, mais il l'a dit. Et beaucoup de gens le disent. Les Hamas, certains leaders du Hamas le disent. Il faut en finir. Et puis d'autres qui disent, nous, on veut le grand Israël. Encore une fois, certains, c'est pas vrai, pas la majorité des Israéliens, loin de là. Il faut le grand Israël, etc. Quand vous avez ceci, et je ne renvoie pas dos à dos, parce que si vous regardez la carte, vous voyez la carte du monde arabe, et Israël, c'est une piqûre d'épingle. Il ne faut jamais oublier qu'Israël, c'est 2 départements français. Hein. Bon. Donc voilà, il est là le problème. Et il est très difficile à résoudre, d'autant plus que moi, vous savez, il faut toujours parler un peu de son histoire personnelle, Eric. Voilà, et j'ai vécu au Liban. Et j'ai vécu vraiment la période où le Liban, on se voyait entre chrétiens, juifs, musulmans, sunnites, chiites et compagnie. Ils allaient tous aux messes de minuit pour voir l'église. On allait tous au Aïd el-Fitr pour rompre le jeûne du Ramadan. Il n'y avait aucun problème. Et à un moment donné, ces signes positifs se sont transformés en signes négatifs. Et là, je raconte quelque chose. Alors, je ne peux pas le confirmer, mais ça a été écrit par un journaliste français qui a écrit, qui parlait de la guerre de 67 et les suites, la fameuse guerre des 6 jours. À un moment donné, il y aurait eu, je dis au conditionnel, un débat extrêmement violent entre Golda Meir et Levi Eshkol, qui était Golda Meir, premier ministre d'Israël, et le général Dayan et Ariel Sharon, les 2 militaires les plus connus d'Israël, en disant, vous savez, c'était au moment où Yasser Arafat voulait prendre le pouvoir en Jordanie, à Amman. Et Sharon et Dayan étaient pour que Yasser Arafat prenne le pouvoir à Amman, renverse le roi Hussein de Jordanie et proclame un État palestinien. Et à ce moment-là, effectivement, c'est en 70. Donc, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Et évidemment, les Américains ont dit pas question, Hussein de Jordanie est notre allié, et Golda Meir a dit pas question, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, en représailles, Hussein de Jordanie, il faut se rappeler, a massacré je ne sais pas combien de dizaines de milliers de Palestiniens. C'était Septembre Noir, c'était en 70. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que tout se lit dans cette région. Les Palestiniens sont arrivés au Liban et ils ont fait, pas un État dans l'État, mais moi j'ai vu à l'aéroport de Beyrouth des convois militaires palestiniens avec le drapeau palestinien. Et 2 ans après, c'était la guerre libanaise, qui a duré 15 ans, avec son cortège de dizaines et de centaines de milliers de morts. Donc voilà, c'est-à-dire que si vous voulez, si on ne prend pas en compte tout ça, et à ce moment-là, c'est devenu chrétien, entre musulmans, etc., c'est devenu une guerre où chacun y mettait de l'huile sur le feu en raison de ses intérêts. Donc, cette histoire est une histoire terrible, c'est une histoire dure, c'est une histoire qui va durer, où tous les problèmes qui se posent, y compris à nous, y compris en Occident, y compris partout, y compris d'ailleurs, je veux dire, dans divers pays du monde, sont là comme un comprimé chauffé à blanc d'une certaine réalité. Et si on ne tient pas compte de ça, surtout nous qui ne sommes pas là-bas, qui ne sommes pas en train de guerroyer là-bas d'un côté d'un camp comme un autre, alors on dit génocide, on dit ceci, on dit cela, on emploie les mots font le trottoir par des racoleuses électoralistes ou autres d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. J'ai une question, moi qui me tient à cœur, parce que c'est effectivement difficile d'avoir sur ce conflit quelqu'un qui va être capable de prendre les 2 points de vue aussi, parce qu'à chaque fois c'est ça. Ce que vous aviez très bien fait par exemple sur la guerre en Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Israël ne ferment pas les yeux sur les milliers de morts qu'il y a dans la bande de Gaza, alors qu'à l'époque c'était les premiers à parler des morts ukrainiens, je pense à Mariupol, alors que justement, il y en avait moins finalement. Les Russes faisaient moins de morts, déjà en raison de la concentration de la bande de Gaza. Hein. Ça veut pas, je ne suis pas en train de dire que c'est voulu, tout comme je ne le disais pas du côté des Russes. Mais est-ce qu'on ne ferme pas les yeux en raison du terrorisme un peu après les attentats du 11 septembre, ou après ça a justifié tout le reste? Je crois qu'il ne faut jamais fermer les yeux sur quoi que ce soit, sans jouer les équivalences et renvoyer dos à dos les adversaires. C'est une merveilleuse manière de se faire une virginité à bon compte.
Je crois que, mais je vais vous dire, moi, personnellement, par exemple, je suis pour l'existence d'Israël, je le dis, je veux dire, un Israël frontière sûre et reconnue, comme je suis, je le répète, pour la création d'un État palestinien. Mais pendant la guerre Russie-Ukraine, bien sûr que Poutine a envahi l'Ukraine, mais moi j'ai toujours dit, attendez, vous avez négligé ce que l'Occident avait promis à l'OTAN, aux Russes au moment de l'effondrement du RSS. Moi j'ai parlé à Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, et il a vu Shevardnadze, James Baker, Gorbatchev et compagnie. L'OTAN, alors ça n'a pas été écrit, avait dit « nous n'irons pas à l'ouest du Dniepr, à l'est, pardon, du Dniepr ». C'est-à-dire que l'OTAN devait se cantonner à une certaine frontière. Bon, il ne l'a pas fait, ils ont foncé. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu le Donbass. Qui parlait du Donbass ? Bon, ça, alors, vous, il y avait Anne-Laure Bonnel, il y avait très peu de monde qui le faisait. Absolument, j'ai reçu Anne-Laure Bonnel dès le départ. J'ai reçu Jacques Beau, qui avait un expert, un historien et un spécialiste de renseignement. Et bien moi, je les ai reçus, on m'a dit, mais comment tu es pro-Poutine ? J'ai dit, attendez, est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose sans se mettre une étiquette, sans qu'on vous mette une étiquette sur le front ? On voyait très bien les accords de Kiev, les accords de Minsk, pardon, mais Hollande a avoué à des gens qui se sont fait passer pour Poroshenko qu'il n'avait signé ça, lui et Merkel, que pour permettre à l'armée ukrainienne de se refaire. Bon, de Donbass, Anne-Laure Bonnel a très bien parlé, ils étaient russophones, ils avaient envie de garder leur langue russe depuis 2014, et le fameux coup d'État du Maïdan, qui était un renversement par la CIA, on le sait, aidé par la CIA du gouvernement en place. Bon, on sait très bien ce qui s'est passé, et ça, tout le monde le sait, mais attention, le narratif, c'est pas ça. Et la meilleure preuve, et aujourd'hui, on le sait aujourd'hui, qu'il y avait une possibilité qu'en mars 2022, un mois après l'invasion que je n'approuve pas de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, ben, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des contacts entre Ukrainiens et Russes. Eh bien, Boris Johnson est arrivé pour dire « non, attention, vous faites la guerre, on sera là avec nos milliards de dollars et nos armes, etc. » Et voilà, et 500 000 personnes en plus, et on continue, et ça va encore continuer, probablement jusqu'aux élections américaines. Donc, pour moi, dire « ah, si je suis pour l'Ukraine, je suis contre Israël, ou si je suis pour ceci, je suis pour cela », attendez, est-ce que cela n'est pas la moindre des choses pour des gens qui font mine d'étudier et d'être lucides, de regarder ce qui se passe, de regarder un peu les faits et de ne pas prendre la réalité comme une espèce de masque ou de préservatif qu'on doit mettre ou pas. Moi, je trouve que l'honnêteté intellectuelle, Eric, c'est la moindre des choses, c'est de regarder. Moi, je ne change absolument pas de position. C'est comme le narratif du Covid. On peut revenir là-dessus aussi. Bon, on m'a traité de conspirationniste tous les mots parce que j'ai reçu Didier Raoult ou Christian Perron. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais dire que moi, je ne suis pas médecin, j'y connais rien. Bon, mais je veux comprendre. Ah oui, mais tu vas comprendre avec telle personne, parce que c'est telle personne qui passe du matin au soir dans les chaînes d'infos à continu, qui sait ce qui se passe. Les autres, charlatans. Ah, charlatans, Raoult, épidémiologiste, et puis on a vu n'importe quel petit philosophe ou intellectuel, etc., donner son avis. Mais vous donnez son avis pourquoi ? Je veux dire, vous êtes quoi ? Vous êtes spécialiste en virologie ? Vous êtes quoi ? Non, vous n'êtes rien. Alors, écoutez, ayez l'humilité d'écouter et sans même prendre parti. Donnez à voir et à entendre à vos spectateurs, à vos auditeurs, etc., les divers points de vue. C'est la moindre des choses. Et moi, je le répète, je le radote quelquefois, je dis celui qui me dit j'ai réponse à tout, je m'en méfie. En revanche, notre devoir, c'est d'avoir question à tout et de prendre le temps d'expliquer. Donc voilà, moi je crois que les gens, si vous voulez, qui changent d'étiquette comme de chemise ou alors qui disent oui, là, l'Ukraine, c'est l'Ukraine, ah oui, mais sur Israël, ah non, ou alors les gens qui disaient oui, Zelensky formidable, Israël formidable, et les autres, c'est des barbares. C'est plus compliqué que ça, encore une fois. Et moi, je ne change absolument pas d'avis parce qu'il y a eu Israël, je ne change pas d'avis sur ce que je pense de la guerre russo-ukrainienne. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la liberté d'expression, elle vient plutôt des États-Unis ? On voit ce qui se passe chez Trump, notamment avec Elon Musk, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, hein, pour une fois. Oui, mais ce qui n'est pas surprenant, c'est, n'oublions jamais, le premier amendement de la Constitution américaine. Liberté d'expression absolue.
Chez eux, la loi Guesso et compagnie, ça n'existe pas. Je veux dire, ils ne penseraient même pas... D'ailleurs, ils n'ont pas de ministère de la Culture, entre parenthèses, mais c'est un autre problème. Bon, mais voilà, la liberté d'expression, c'est quoi? Mais ça me paraît le b.a.-ba. Et quand on voit les médias français, par rapport aux médias américains, en tout cas, encore une fois, pas de généralisation, je déteste ça, certains médias, mais on a l'impression que vraiment, le réel, il est dehors, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, peut-être pas il frappe à la porte, et puis de temps en temps, bon, on laisse passer, mais en fait, non, il faut pas avoir le réel, ça n'existe. Le réel, c'est notre réel, notre perception de réel qui s'impose. Or, en Amérique, il y a des contre-pouvoirs. Et le contre-pouvoir n'est pas seulement médiatique, avec les réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé depuis Elon Musk. Pourquoi on en veut à Elon Musk à bord? Il a enlevé le couvercle de la marmite. Et on s'est aperçu, pour Twitter, pour ne citer que ça, que la CIA et le FBI les empêchaient et leur donnaient des instructions pour ne pas parler, par exemple, de l'ordinateur du fils Biden. De ne pas parler des magouilles de Biden avec la Chine. Vous aviez parlé en premier en France. Dont on a parlé il y a 3 ans. Et je me rappelle, il y a 3 ans, silence total des médias. Et j'avais pas un scoop. Enfin, j'avais un scoop. Il était aux États-Unis, il était partout. Il suffisait de le savoir. Mais les journalistes français faisaient comme si c'était des fausses photos, comme si tout était faux. Tout est faux. C'est formidable. C'est-à-dire que non, on veut pas savoir. Non, c'est pas vrai, on ne veut pas savoir. Comment peut-on avoir une étiquette, une déontologie journalistique sans dire, attendez, cherchons, c'est Zola, enfin, sans vouloir comparer. Quand Zola s'occupe de l'affaire Dreyfus, on dit, espèce de salaud, comment vous osez dire que ce Dreyfus n'est pas coupable, etc. Mais enfin, vous savez, c'est Albert Londres qui disait la plume dans la plaie. Et c'est ça, quand vous faites une enquête sur le Livre Noir, la plume dans la plaie, c'est aller voir ce qui se passe. Après, on peut vous reprocher telle ou telle chose, c'est un autre problème. Est-ce qu'on doit dire non, ces gens-là, que ce soit par exemple les problèmes de l'immigration, etc. Non, on n'en parle pas. Il y a pas. La question ne sera pas posée. Il n'y a pas de problème, pas de vague. Et voilà. Et en Amérique, pour revenir à votre question, regardez comment comment sont reçus les présidents d'université. Quand il a commencé à avoir une vague d'antisémitisme à Harvard, à Penn ou au MIT, ils leur ont dit, mais alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi? Etc. Quand il y a eu tel ou tel sénateur, il est convoqué au Sénat ou à la Chambre des représentants, et pendant 3 jours, on l'interroge. Vous avez vu ça en France? Il l'interroge, mais vraiment, il y a eu des commissions d'enquête du Sénat ici. Mais enfin, franchement, à côté, là-bas, c'est le champ paroissial, quoi. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que à l'époque, lorsque Donald Trump était président et qu'il y avait des procédures d'impeachment contre lui, des procédures d'enquête, tout le monde en parlait en France. La Biden, depuis qu'il a été mis, rien sur les chaînes d'infos. Je vous dis, c'est-à-dire qu'en France, on a vraiment ce problème de ce que j'appelle « j'ai choisi mon camp ». En fait, on fait semblant d'être objectif, on a choisi son camp, et il est donc hors de question qu'on parle de quelque chose qui peut gêner son camp. Sauf qu'encore une fois, à un moment donné, le réel enfonce la porte. Et là, ça fait du vent. Et là, on le sent. Quand la bise fut venue, comme disait La Fontaine. Vous, ça fait très longtemps que vous êtes dans le milieu. Je me rappelle d'un article de l'Express qui vous rentrait dedans il y a quelques mois, ça fait toujours de la publicité, qui citait Jacques Attali et tous ceux qui disaient « Ah oui, mais André Berkoff a changé, etc. » Attali, mais Attali... Oui, mais très sympathiquement. Il était sympathiquement, il était sympa, c'était pas une critique, mais il y avait le côté du changement. Il a changé, mais sans que ça soit... Mais effectivement, on sentait une amitié, une proximité intellectuelle, c'était intéressant. C'est pour ça que je le cite. Est-ce que c'est vous qui avez changé ou est-ce que c'est le système médiatique qui a changé? Alors, très bonne question. Moi, je vous dirais que je pense vraiment que c'est pas moi qui ai changé. Les convictions que j'avais il y a 20 ans, je les ai toujours. En revanche, ce que j'ai découvert, j'étais tout à fait de gauche. Mais je veux dire, à un moment donné, moi aussi, j'ai chanté, il y a mai 68, je ne relis pas mai 68, j'ai beaucoup participé à ça. Mais enfin, j'ai chanté et j'ai dit des conneries monstrueuses, des conneries CRS-SS. Ça veut dire quoi, CRS-SS? Une connerie de Gaulle assassin. Ça veut dire quoi, De Gaulle assassin? À ce moment-là, il y a beaucoup d'assassins dont on devrait chanter la déchéance. Donc, on dit des conneries, mais on le reconnaît. Après, je vais vous dire, sur le fond, moi, je ne me sens vraiment ni de gauche ni de droite, pour une raison très simple. Je parle gauche officielle, droite officielle. Droite de gouvernement. Droite de gouvernement. Soyons absolument clairs. Par exemple, j'adore beaucoup d'écrivains de droite que je sens beaucoup plus proches que certains écrivains de gauche, enfin, dits de gauche. Mais ce que je reproche, 2 choses pour moi. Enfin, c'est pour ça que je ne peux pas me sentir proche de la droite gouvernement ou autre, parce que je pense que la gauche a abandonné le peuple.
ce qui était sa fonction principale, ce pourquoi la Révolution, on les a mis à gauche ou à droite. La gauche a abandonné le peuple et la droite officielle a abandonné la nation. La droite officielle s'est précipitée dans l'Union européenne, et je ne suis pas contre l'Europe, mais dans l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, où on voit la merveilleuse Ursula von der Leyen et ses SMS d'amour à Albert Bourla, PDG de Pfizer. Et la droite a foncé comme un seul homme là-dedans, la gauche aussi d'ailleurs. Et où est le peuple aujourd'hui ? Où est le peuple ? Alors, mais qu'est-ce qu'on dit ? Les uns vous disent, écoutez, le peuple, comme disait Bertolt Brecht, écrivain communiste, mais très lucide, écoute, le peuple, il nous emmerde, donc on va le dissoudre, le peuple. C'est ça, il faut pas... Le peuple nous embête, il nous gêne, il comprend rien. Nous, on est l'élite, les 20% qui ont tout compris, qui savent faire, les autres, les 4-20%, écoutez, on va pas les laisser crever de faim quand même, on n'est pas comme ça, mais qui ne nous embêtent pas, on va les nourrir et on va leur donner, d'un côté, de la cancel culture, de l'autre côté, un peu de pain, et puis ils vont arrêter de nous emmerder. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et quand la gauche, en 1980, a découvert par l'escalier de service la vaisselle en or, ils ont dit par ici la bonne soupe. Mais il y a parmi eux, ne jamais oublier, des gens extrêmement sincères, des gens formidables. Moi, je connais des gens de gauche qui sont de gauche au sens de le peuple, ils ne l'ont pas. Mais malheureusement, ça n'a pas été cette gauche du gouvernement. En tout cas, les plupart. Quant à la droite, comprenez, il y a des gens qui sont patriotes, qui sont nationaux, qui sont souverainistes, qui ont envie qu'eux, et puis il y a des gens qui se disent où est la soupe et comment je vais racoler et comment je vais ouvrir un nouveau supermarché pour ma circonscription. Ça vous arrive encore d'être impressionné par des hommes politiques ou... Aujourd'hui ? Ouais. Français, vous voulez dire ? Français, bien politique sûr. Français. Aujourd'hui, franchement, non. Franchement, non. Je veux dire, il y a des gens qui m'intéressent beaucoup plus que d'autres, c'est vrai. Hein, je ne les mets pas dans le même sac, ce serait idiot. Mais il y a des gens qui se battent. Après, où sont les gens que je pourrais comparer, par exemple, à Philippe Séguin, ou même, il a fait des conneries, Jean-Pierre Chevènement, ou autre. C'est compliqué, non, ça. Ouais. Non, je dois dire, je ne suis pas impressionné. Je dois dire qu'il y a des gens intelligents, des gens brillants, mais il y a des gens, encore une fois, c'est le rapport avec la réalité qui me gêne beaucoup. Et puis il y a des médiocres, enfin, il y a vraiment des petits bras, petits formats. Qu'est-ce que vous pensez d'un Jordan Bardella, par exemple ? Je dis ça parce qu'on a une audience aussi jeune qui regarde un Jordan Bardella. Visiblement, il a une cote de popularité qui a dépassé Marine Le Pen. Oui, écoutez, non, moi, Jordan Bardella, en tout cas, est brillant. Quand on le voit, il est, je veux dire, on l'écoute, il est très brillant. J'espère simplement qu'il n'est pas au pouvoir, donc il est plus facile, ne l'oublierons jamais, d'être dans l'opposition que au pouvoir. J'espère simplement que quand il sera, s'il est un jour au pouvoir, il ne va pas faire le contraire de ce qu'il a dit là. Vous savez, moi, je ne suis pas sceptique, mais je me dis, attendons de voir. Il est brillant, il y a d'autres qui sont brillants. Zemmour, on aime ou on n'aime pas, mais Zemmour est très brillant aussi à sa manière. Il a d'ailleurs fait le boulot pour Marine Le Pen, lui, je veux dire, il faut le dire aussi. Mais bon, et puis il y en a d'autres aussi. Alors à gauche, qui y aurait à gauche Bon, on parle beaucoup de François Ruffin, oui, c'est pas mal, mais si vous voulez, je ne vois pas, en fait, quelqu'un qui se détache, mais c'est pas facile, hein. Il n'y a pas d'homme providentiel, il faut peut-être des guerres énormes pour avoir des hommes ou des femmes providentielles. Mais je ne vois pas quelqu'un avec... Alors que, par exemple, on aime ou on n'aime pas, encore une fois, Poutine est un homme d'État. C'est-à-dire, il a un cap. On peut le déplorer, on peut le détester, mais il a un cap. Trump est un homme d'État. Il a un cap. Je dirais que Musk, si un jour il se met en politique, je crois qu'il aura un cap. Alors, il y a évidemment... Parce qu'il est né en Afrique du Sud, je crois. Donc, pardon ? Étant donné qu'il est né en Afrique du Sud, je crois qu'il ne peut pas être candidat au présidentiel. Non, c'est ça. Lui, il ne peut pas, oui. Je crois qu'il ne le sera pas, effectivement, vous avez raison. Non, je ne sais pas. Non, il n'est pas né en Afrique du Sud. Je crois qu'ils sont allés en Afrique du Sud quand il était gosse. Je crois, hein, je suis presque sûr. Mais enfin bon, il faudra vérifier. Ouais. Mais non, de toute façon, si vous voulez, on aimerait des gens qui ont un cap. Et encore une fois... on ne va pas leur jeter la pierre à Bardella ou à tel ou à tel. Mais si vous me demandez s'il y a quelqu'un que je trouve absolument formidable, non, mais il y a des gens intéressants, ceux que je vous ai cités, je les trouve intéressants et dignes en tout cas d'être écoutés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit que les médias aujourd'hui ont perdu la confiance des Français. Dans le même temps,
il y a une sorte d'éditorialisation de la vie politique au sens où les Français vont plus écouter quelqu'un comme vous, quelqu'un comme Pascal Praud, Zemmour quand il était éditorialiste, etc. Et que les politiques, pour le coup, ils s'en détournent complètement. Comment vous expliquez ça ? Pour une raison très simple, c'est que les politiques ont voulu être des journalistes, sont devenus des hommes de communication. C'est vraiment ça le problème. C'est, si vous voulez, on le voit très très bien avec Macron, mais avec beaucoup d'autres. Ce qui compte, si vous voulez, ils ont oublié quelque chose d'incroyable, la vertu du silence. Ce qu'on veut chez les gouvernants, là je parle des gouvernants, quels qu'ils soient, à gauche ou droite ailleurs, mais taisez-vous et faites le job. Parlez de temps en temps, votre parole sera beaucoup plus forte. Mais là, à l'ère effectivement, du 24 heures sur 24, le web, etc., et TikTok, et ChatGPT, et les images hologrammes, on a l'impression, en tout cas tout se passe comme si, s'ils ne sont pas à la radio ou à la télévision, ils se disent, mais est-ce que j'existe encore ? C'est terrifiant, parce qu'à ce moment-là, ils se mettent en communiquant, même pas en journaliste, en communiquant. Sauf que quand je vous entends du matin au soir et du soir au matin, au bout d'un moment, je dis, écoute, tu travailles quand ? Tu fais le job quand ? Tais-toi, laisse les gens faire, tu as des communicants, laisse-les faire. Vous savez, ça me rappelle toujours, c'est très bien de communiquer, mais ce que tu as à dire... Quand Macron, ça a été très intéressant, il a fait ses comités de citoyens, ses grands débats, etc. Et comme par hasard, il y a une arme qui est dans la Constitution, un instrument remarquable, qui est dans l'article 3 de la Constitution, Éric, qui s'appelle le référendum. Or, depuis une certaine année 2005, terminée, hein. On est en 2023, ça fait 18 ans, il n'y a pas eu l'ombre du commencement. On parle beaucoup de référendum du matin au soir. Est-ce que vous avez vu l'ombre d'une ébauche de référendum qui va se faire? Non, on fait 49-3, ou on fait des magouilles. Mais vous faites quoi? Donc, la politique est devenue, mais ça on l'a dit depuis longtemps, c'est même pas la politique spectacle. C'est la politique de dire, si je m'arrête de parler, je m'écroule. Donc, il faut que je parle. Donc, il faut qu'on l'entende. Et c'est extraordinaire. Donc, vous avez des espèces de soliloques et de monologues et de débats, etc. Et je dois dire que les chaînes en continu et autres, en tout cas, ont beaucoup contribué à ça. Pas seulement les réseaux sociaux, bien sûr. C'est-à-dire que quand vous avez une offre de 400 000 messages par heure, 24 heures sur 24, que voulez-vous que le citoyen lambda qui a déjà son boulot à faire pour gagner sa vie, la famille, les enfants et ceci, comment voulez-vous qu'il écoute ça et qu'il se dise « Ah oui, formidable ». Ils ont dévalué eux-mêmes, si vous voulez, c'est devenu l'emprunt russe, quoi. Ou les marques allemands en 38, 39. Ou en 33. C'est fini. Donc, il y a ça, et c'est pour ça que les gens se disent « Oui, d'accord, oui, parle, oui, c'est bien, parle, très bien ». Et vous avez vu. Donc, ils vont aller voter. Maintenant aussi, le problème, et ça c'est plus grave, c'est qu'ils font perdre aux gens la nécessité du bien collectif. Si vous voulez, si vous amenez les gens à dire, écoutez, vous, soyez consommateurs, soyez égotistes, voilà, on va vous donner, on ne raisonne qu'en part de marché. Donc, vous avez segmentation des parts de marché, vous êtes transgenre, vous êtes ceci, vous êtes cela, on va faire des choses pour vous. C'est ça qui se passe en ce moment, et qui se passe depuis des années. Sauf qu'à un moment donné, vous dites, oui, que pour ma gueule, sauf qu'à un moment donné, l'autruche, on sait très bien ce que ça peut donner. Vous voyez, c'est ça qui me paraît... Moi, très grave, c'est ils ont réussi. À partir du moment où ils ont dissocié les mouvements, à partir du moment... Alors, effectivement, il y a des manifestations, mais les manifestations autour de quoi? Regardez ce qui s'est passé en ce moment, ce qui se passe en France. Hein. On prenait les marches blanches d'un côté, alors c'est le poids de mesure. Quand Thomas se fait éventrer à Crépol, dans la Drôme, village de 500 habitants, marche blanche. Quand Naël est tué après un refus d'obtempérer, manifestations monstres partout, etc., etc. La justice, enfin, etc. Quand on voit ça, les gens se disent, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils ne disent pas, je vais me lever et me battre. Ils disent ce que je voulais, parce que voilà, ils sont comme ça, ils se disent, ah là là, comment je vais faire pour passer entre les gouttes? Beaucoup. Et puis d'autres, je crois, Éric, vont commencer à dire, attendez, basta così. Vous pensez qu'on a un peuple français qui est résigné? C'est toujours cette question. Je pense que la majorité de tous les peuples a été toujours résignée, et je pense que l'histoire est faite par les minorités agissantes, pour le meilleur et pour le pire. Vous savez, à la Bastille, ils n'étaient pas 400 000. Hein. Ouais.
Et puis... C'est pas le peuple français qui a fait la révolution. Bien sûr, c'est un certain nombre de gens, et après, effectivement, les gens sont venus derrière. Mais si vous voulez, ça commence toujours par des minorités lucides et agissantes. Encore une fois, je dis pour le pire, parce que combien d'Allemands étaient nazis en 1910, combien de Russes étaient bolcheviques en 1910 également, combien d'Italiens étaient fascistes, donc vous avez ça aussi. Mais vous avez de l'autre côté des gens qui disent, écoutez, ça suffit, la Révolution, que ce soit la Commune de Paris, ou avant, etc., bon, il y a eu tout cela, et il y a eu... Donc, je crois que la résignation change, qu'à un moment donné, il y a une limite. Alors, regardez les Gilets jaunes. Ils ont protesté, ils ont fait... C'était un mouvement qui n'est pas du tout, pour moi, mort, parce que les raisons qui ont créé le mouvement des Gilets jaunes sont toujours là, même plus avec le prix de l'essence, mais ils ont été bien frappés, et pour le moment, bon, voilà, et ils se taisent. On ne va pas faire de tout le monde des héros, c'est clair. Vous avez votre patte aussi de journaliste qui est complètement différente, j'allais dire, d'un Patrick Cohen, par exemple. Comment vous voyez justement les choses par rapport à votre métier et votre contact avec aussi les gens, avec votre audience, qui sont, pour beaucoup, très attachés aussi à ce que vous allez dire? Je crois, moi, je pense que effectivement, je suis très, très, très touché, je vous dis, parce que je me balade à travers la France, et pas seulement. Ça s'est passé ensuite au Québec, en Afrique, même pas Afrique francophone. En Afrique. Je vais vous dire, Eric, je suis très touché, parce que bon, je suis pas, ça fait 50 ans que je fais ce métier, la notoriété, ça va, je connais, mais je n'avais pas du tout eu, ça a commencé il y a 4-5 ans, le contact qui consiste à dire, écoutez, ne lâchez rien, on a besoin de vous, vous nous mettez la tête, vous nous laissez la tête hors de l'eau, bouffez d'oxygène, etc. Pas seulement moi, mais les invités, bien sûr. Et c'est pas pour mes beaux yeux, c'est parce que quand vous savez leur dire, attendez, la réalité, c'est pas celle qu'on vous dit du matin au soir, il y a des gens qui peuvent vous dire autre chose et qui vous le disent. Et je crois que ça, vous savez, ça fait un espoir. Quand vous dites les choses autrement, il dit, ah oui, tiens, mais c'est vrai pour vous, c'est vrai pour... toutes les chaînes et tous les gens qui font du boulot. Et encore une fois, je suis pas seul, heureusement, il y a beaucoup de gens qui font de l'excellent boulot. Mais simplement, ils disent, attendez, mais oui, c'est vrai, ça, j'avais pas vu ça. Et moi, si vous voulez, quand on me dit, oui, mais tu fais pas la contradiction, je dis, mais attendez, c'est mon émission, la contradiction. Parce que les gens que je n'amène pas tous les jours, ils passent du matin au soir à la radio, à la télévision et partout. C'est le discours dominant. Donc ça va, le discours dominant, il est bien. Moi, dans mes 2 heures à Sud Radio, j'essaye de donner des voix qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'entend pas assez, et que surtout, ils nous racontent. Parce que, Eric, le fond du problème, il faut expliquer aux gens la mécanique. Il ne faut pas prendre les gens... Moi, je prends les gens pour leur intelligence et pour la capacité de comprendre, et ils en ont. Et en tout cas, beaucoup en ont. Donc, il faut l'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Et ça m'a frappé, ça. Un jour, vous savez, quand il y a eu le gazoduc, le Nord Stream, hein, avec c'était soi-disant les Russes au début. Voilà, on disait c'est les Russes, non, c'est les Russes qui ont fait ça, non, c'est les Ukrainiens, non, c'est les Américains, non, les Anglais, les Norvégiens. Et moi, si vous voulez, je reviens à ça, à question à tout. Je dis, attendez, c'est quoi un gazoduc? Avec quel matériel c'est fait? Et comment on peut le saboter, etc. Et j'ai, par des amis, un ingénieur des mines et du pétrole, qui avait bâti des gazoducs, et qui est venu pendant 3 quarts d'heure expliquer ce qu'est un gazoduc et comment on peut le saboter. Je vais vous dire, c'est parfaitement anonyme, j'ai fait 1 500 000 vues sur YouTube. Pourquoi? Parce que les gens ont compris la mécanique déjà. Expliquez-leur, au lieu de faire comme ces généraux de plateau qu'on a vu partout. Moi je me rappelle, un jour, séance, c'était une bombe à Mariupol, il y avait la photo. Pendant 1 demi-heure, ils ont glosé pour savoir si la bombe venait de terre ou d'air, ou de l'air. Enfin, c'est hallucinant, ils ne savaient rien, et ça bavassait, ça salivait. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que les politiques ou les experts ont beaucoup perdu en salivant du matin au soir. Rappelez-vous le Covid. Rappelez-vous tout ce qu'on disait sur le Covid. Bon, il y a un autre. Moi, je ne suis pas anti... Alors, on disait les anti-vax, pro-vax, c'est pas le problème. Le problème, expliquez-nous l'ARN messager, comment ça marche, est-ce qu'il y a danger de transmission, danger de contamination, etc. Si vous osiez aborder ça il y a encore 2 ans, vous étiez vraiment à la droite d'Adolf Hitler. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Et c'est le début de votre émission, le générique, où les Français ont le droit de savoir. Je crois que c'est la moindre des choses. Si le journalisme n'est pas regardé, vous, quand vous êtes allé à Lampedusa, vous êtes allé voir sur le terrain.
Si je vais parler moins de Lampedusa, il se passe ça et ça et ça, sans, alors de Paris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais éditorialiser en disant, moi, je sais que, et non, je vais voir. Pour moi, le terrain, vous savez, j'ai fait beaucoup de terrain dans ma vie, mais c'est le b.a.-ba. Enfin, c'est la condition première. C'est, encore une fois, c'est pour ça que, et certains le font, et heureusement, et puis d'autres se contentent de bavasser et de dire, oui, monsieur Raoult, oui, il dit n'importe quoi, etc. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as manque creusé? d'humilité. Voilà, mais tu te prends pour qui, vous savez? C'est le bas du cul qui se prend pour un grand d'Espagne. Surtout qu'il y a le côté, je pense depuis 2005 où les Français ont été trahis, puis Sarkozy en 2007 qui les a trahis. Maintenant, c'est fini de croire et de prendre pour argent comptant ce que les politiques Ça disent. marche plus, c'est pour ça. Donc, si vous voulez, alors, oui, ils sont là, c'est très bien, on les écoute et on continue. Moi, je reçois extrêmement peu d'hommes politiques, j'en reçois, bien sûr. Mais je sais qu'ils vont arriver avec leurs éléments de langage. C'est pas qu'ils sont plus bêtes que d'autres ou plus médiocres. C'est pas le problème. Mais le problème, c'est que c'est très difficile, je comprends. Parce que, quel est le problème? Vous savez, c'était Churchill qui disait quelle est la différence entre un homme d'État et un politicien. Il disait, l'homme d'État pense aux futures générations et le politicien pense à sa réélection. Et donc, moi, je raisonne à 2 semaines. Ah oui, mais attendez, là, il y a les élections européennes, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Les grands colloques, c'est ça. Et alors, on amène McKinsey, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, bon, eh bien, ça amène ce que ça amène. Vous parliez tout à l'heure d'Elon Musk qui a un peu justement bousculé le paysage médiatique américain et mondial. En France, il y a aussi Bolloré, c'est un peu plus petit, mais qui reconfigure l'ensemble. On voit là CNews qui est passé devant BFM TV. Comment vous jugez un petit peu, vous parlez de minorité agissante, est-ce que pour les prochaines élections, si on se projette sur dans 4 ans, la donne va être différente dans la mesure où on se retrouve avec beaucoup de médias, beaucoup plus qu'avant, qui sont dans une véritable opposition, de telle sorte d'ailleurs qu'on est de moins en moins minoritaire et uniquement dans la réaction. C'est vrai que, en tout cas, c'est vrai que Bolloré, il y a quelque chose qui est le changement. On voit bien ces news, que d'ailleurs beaucoup vous hégémonie. Hein. J'adore quand j'entends la bollorisation des médias. Il y avait la lubellisation des idées, maintenant il y a la bollorisation des idées. C'est formidable. Vous savez, ils sont un peu, enfin, je sais pas si c'est de la panique ou autre, mais c'est complètement ridicule. Et après, c'est un business aussi. Tous les médias indépendants d'extrême gauche sont toujours là. Nous, on n'a pas l'argent de Bolloré, faites-nous des dons, etc. Bien sûr, bien sûr. Non, mais attendez, alors moi je veux bien, on n'a pas l'argent, mais regardez tous les journaux de gauche qui les ont. Je veux dire, on peut faire le métier derrière le monde diplomatique qui est intéressant, c'est un journal de gauche, mais très bien fait. Il s'en prend plein la gueule, parfois. Voilà, qui prend les médias, qui occupe les médias, qui possède les médias. Mais c'est très très bien. Pour un milliardaire, vous savez, c'est merveilleux, il faut avoir un journal de gauche. Mais c'est évident. Vous voulez qu'il donne le truc à un journal de droite pour le moment, après on verra. Et pour le moment, c'est très bien. J'ai mon œil à la boutonnière, vous voyez, je suis petit milliardaire, je fais du business, mais regardez, hein, je suis un progressiste. Vous savez, je salive à gauche, je portefeuille à droite. Donc voilà, vieille antienne qui a encore beaucoup de succès aujourd'hui. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une alternative, il y a des gens qui... Et je crois qui ne bougent plus. Pour répondre à votre question sur les élections, on ne va pas faire le prédicateur et le voyant et Madame Irma. Mais il y a quelque chose, tout va dépendre aussi des questions de sécurité, des questions de pouvoir d'achat, des questions, effectivement, de qu'est-ce qu'on met dans le frigo le 15 du mois, parce que beaucoup de gens, regardez les agriculteurs, regardez ce qui se passe, 80% vivent avec moins que le SMIC, etc., etc. Bon, voilà, tout ça joue, il n'y a pas un facteur, tout ça. Et donc, si vous voulez, à un moment donné, comme disait l'autre, la France contre 65 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Je crois que là, vraiment, tout est possible. Tout. Est-ce que pour vous, les élections américaines de fin 2024 vont aussi être un enjeu immense? C'est-à-dire, je crois que 2024, c'est une année où il y a énormément d'élections. Je crois que c'est une des années où il y a le plus d'élections à travers le monde. Absolument. Comment vous parce qu'on est en fin d'année, là, certainement les gens qui nous écoutent, c'est le dernier entretien qu'ils entendent avant Noël, avant de faire des débats en famille. Comment vous projetez sur cette année 2024 ?
Je crois qu'elle va être très très importante, surtout, je dois dire, bon, il y a les élections européennes qui peuvent apporter des surprises. Est-ce que la donne va changer au Parlement européen? Parce que pour le moment, juste un mot, le Parlement européen, c'est hallucinant comme zombie. Ils ne réussissent même pas à faire venir Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne et véritable patronne de l'Europe, devant le Parlement. Il faut s'expliquer. Je croyais qu'on était en démocratie, que l'exécutif avait des comptes à rendre au Parlement. Là, il n'y a même pas de 49.3. Il n'y a personne. Bon, donc, et je ne parle pas du reste, enfin, Michel Rivasi en parlait beaucoup, paix à son âme, la députée européenne, Virginie Joron, et puis beaucoup d'autres. Mais là, il va se passer quelque chose de très important. Alors, voir un peu si effectivement le Parlement européen va avoir un peu plus de voix au chapitre. Sachant que c'est Orban aussi qui est à Voilà. la tête de la présidence tournante, même s'il n'y a pas beaucoup de pouvoir, mais c'est Tout à fait, ça joue, sauf qu'il ne pourra pas changer la donne et faire vraiment bouger les lignes, parce que c'est 10 millions d'habitants, puis il a besoin de l'argent et aussi, bon, il pourra faire quelque chose, mais c'est limité. En revanche, les élections américaines vont être extrêmement importantes, même cruciales, parce que tout va savoir, ils vont tout faire pour empêcher Trump de se présenter. Si Trump se présente et gagne, là, cette fois-ci, il va y avoir un sacré nettoyage. C'est clair. Maintenant, je ne sais pas du tout s'il va y arriver, on n'en sait rien. Mais si vous voulez, vous avez aujourd'hui, et vous le savez, le bouleversement du monde, tout le monde en parle, une certaine dédollarisation d'un côté, le pouvoir des BRICS en ce moment qui monte. De toute façon, les plaques tectoniques, on sait, tournent à plein gaz, et le monde est en train de se bouleverser. Je dirais que c'est le plus important depuis 1945. On n'a jamais connu ça, ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas que ça va se passer demain ou après-demain, mais quand l'Arabie Saoudite vend son pétrole en yuan à la Chine, quand la Russie vend son gaz, etc., enfin, tout ce qu'on sait, c'est évident que le rapport des forces ne va plus être exactement le même. Et c'est ça auquel on va tous assister dans les années qui viennent. C'est un article du Monde ce matin que je lisais qui s'intitulait « L'Europe malade entre Trump et Poutine ». Est-ce que si finalement Trump gagne, l'Europe aussi va chercher, va pas être un peu perdue? Écoutez, et pour que l'Europe se cherche, encore faut-il qu'elle existe. Pour moi, l'Europe, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il y a des nations. Regardez entre l'Allemagne et la France. Ce qui s'est passé sur le nucléaire, ce qui s'est passé par l'Allemagne à obliger la France à dépenser des milliards comme dans les éoliennes et dans les énergies renouvelables, comme ils disent. On a vu le résultat. En refusant de mettre le nucléaire. L'Allemagne est en train de rouvrir toutes ses centrales à charbon. C'est magnifique. Le nucléaire, rappelez-vous, Hollande et à Macron, on va supprimer la moitié du nucléaire. C'est pas bien, c'est pas bien tout ça, c'est dégueulasse et tout. Alors aujourd'hui, c'est attention, nucléaire first, make nuclear great again. Oui, d'accord, on va le faire. Mais le problème, c'est, est-ce qu'il y a, quand je dis qu'il n'y a pas une Europe, il n'y a pas un projet européen, il n'y a pas un cap européen, il n'y a pas une politique européenne, il y a des gens qui se retrouvent très bien sur l'euro et compagnie, mais dès qu'il y a un problème, on va appeler le parapluie américain, etc., etc. L'Amérique a très très bien joué là-dessus. L'Amérique, contrairement à ce qu'on croit, elle a testé ses armes en Ukraine pendant 1 an et demi, très bien, au lieu de se dire, tiens, on va peut-être négocier. Non, on a testé. Ils n'arrivent plus à en envoyer, là. C'est sûr. Puis là, il y a un problème. Là, il y a Israël d'un côté, l'Ukraine de l'autre, ça fait beaucoup. Alors, Zelensky arrive, donnez-moi. Oui, d'accord, mais là, bon. Et l'Europe, elle continue. Elle suit, elle ne sait pas. Qui parle au nom de l'Europe? Et moi, je vais vous dire, le vrai problème qui s'est passé pour moi, la fracture, c'est le Covid avec les achats. Moi, quand j'ai appris que Mme Ursula von der Leyen avait acheté, elle, au nom de la Commission, je sais pas combien de dizaines de milliards de doses, pour les 430 millions de sujets européens, et qu'elle avait payé je ne sais pas combien de milliards, et qu'on n'avait pas les contrats, et que jusqu'à aujourd'hui, Eric Tegner, on ne sait pas, on n'a pas les contrats, personne n'a vu les contrats entre l'Europe et Pfizer. La Commission européenne de Pfizer, on n'a pas les contrats, elle a refusé de les montrer. Ça s'appelle, en France, en Europe, en 2023, la démocratie transparente, bien sûr. Alors, c'est démocratie transparente ou monarchie bananière? Il faut quand même savoir. Je parlais récemment avec Azalbert, qui est le patron de François, qui fait pas mal d'actions aussi là-dessus,
qui me disait qu'il fallait s'interroger aussi de savoir si Olivier Véran parlait vraiment anglais, Agnès Buzyn aussi, parce que tous les contrats étaient en anglais. Et comment ils ont fait pour pouvoir lire des dizaines et des dizaines de pages comme ça en quelques temps. C'est-à-dire que le manque de sérieux qui ressort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi je me souviens où vous portiez ces positions-là, les gens disaient c'est bon, ils sont en train de péter un plomb, c'est effectivement c'est du complotisme. Aujourd'hui, tout est en train de ressortir progressivement. Tout ce qu'on avait dit à l'époque, et c'était pas du tout des prédictions, ce sont des questions. Encore une fois, je reviens toujours à ça. Je veux dire, comment vous pouvez avaler le boa de tout ce qu'on vous raconte sans vous dire, mais attendez, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Ce n'est ni par cynisme, ni par scepticisme, mais par question. Et les covido-sceptiques étaient traités comme les derniers des derniers, sans parler de ce qui s'est passé, on ne va pas revenir là-dessus, hein, les soignants suspendus, etc., etc. Enfin, rien c'était plus que limite, là, comme on dit. Et ces narratifs-là, vous voyez, encore une fois, narratif Covid. Rien à dire, circulaire, rien à voir, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Narratif Russie-Ukraine. Circulaire, rien à voir, Poutine, c'est Hitler, Zelensky, c'est Churchill. Le narratif du réchauffement climatique. Si vous osez dire que le problème de CO2 est plus compliqué que ça, que le CO2 on en a si besoin, vous êtes une espèce de criminel qu'il faut éliminer, je dis pas sur le champ, mais en tout cas en camp de rééducation. Même chose dans une autre idée, beaucoup plus complexe, le narratif israélo-palestinien et autres. Voilà, où vous êtes, et d'ailleurs ça a réveillé, où vous êtes un espèce d'horrible type, et un Israélien vraiment qui ne pense qu'à massacrer et génocider, où vous êtes un Palestinien du Hamas, effectivement, qui ne pense qu'à éliminer et raser Israël et tout le monde. Donc, je veux dire, est-ce qu'on peut, à un moment donné, beaucoup le font, parce qu'au bout du compte, vous savez, nous on parle, c'est vrai, on a le ministère de la parole et c'est très bien, mais les choses, c'est sur le terrain qu'elles vont se régler. C'est pas nous qui allons régler les choses. Ne jamais oublier. Et à un moment donné, encore une fois, je reviens, le terrain oppose vraiment les démentis qu'il faut donner. Et malheureusement, quelquefois pour le bien et quelquefois, effectivement, pour le pire. Voilà. Et surtout que la destruction des nations n'arrive jamais vraiment. C'était l'époque de la guerre en Ukraine, mais côté comme si on pouvait détruire la Russie, comme si là on pouvait faire disparaître tous les Palestiniens ou détruire Israël. Voilà. Chaque fois, c'est des lubies auxquelles les gens veulent croire en nous mettant dans ces cas. Et alimenté par à la fois des extrémistes, des intégristes, et c'est terrible, et alimenté par les gens qui sont contents d'avoir les pétrodollars de ces intégristes et extrémistes. Donc vous avez les deux. Hein. Vous avez ce que j'appelle, et c'est vraiment ça, j'en parle souvent aussi, je dis que pour moi, c'est presque pire, je ne dis pas que c'est pire, c'est les semeurs de haine, mais il y a les fabricants d'excuses. Et je trouve qu'en Occident, on aimerait avoir un peu moins de fabricants d'excuses et d'essayer de « Ah oui, mais je comprends tel ou tel ou tel ». Vous savez, moi, ça m'a frappé quand même, Eric. Quand l'Arabie Saoudite a massacré 400 000 hommes, femmes et enfants au Yémen, les Houthis, vous avez entendu les manifestations? Vous avez vu les manifs? Quand la Chine met dans et persécute les Ouïghours du Xinjiang comme personne n'a jamais persécuté les musulmans, et quand les talibans reprennent le pouvoir après la fuite des Américains, c'est la Chine qui vient discuter. Alors c'est très bien la réelle politique pour certains, mais quand c'est sur Israël et les Palestiniens, alors là, on est tous de sortie. Formidable. Les Pakistanais qui ont mis aussi qui ont réémigré tous les Afghans. Hein. Et la Tunisie qui chasse les Africains subsahariens, mais qui les chasse dans le désert, et les autres aussi. Ah oui, mais là, c'est entre racisés. Vous comprenez? Non, mais là, vous n'avez pas à parler, vous, mâle blanc, vous êtes, de toute façon, du côté des colonisateurs, donc vous la fermez. Et les autres, écoutez, ils ont leur raison. Vous parlez du Covid. Comment vous expliquez le fait qu'on ait pu contrôler autant de monde, les empêcher de sortir, et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à empêcher un fichier S sur le pont Bir Hakeim à Paris, près de la Tour Eiffel, d'assassiner des touristes étrangers? Alors, d'un côté, c'est très simple, on les empêche par la peur. Le grand truc, d'ailleurs, beaucoup de gens parlaient de Machiavel à autres, et là, moi, ici, il faut relire le traité de la servitude volontaire, il faut relire Orwell, mais la grande chose, et d'ailleurs un très bon livre de Lucien Cerise, Gouverné par le chaos, qui explique très bien ça. C'est-à-dire, vous savez, vous leur faites peur.
Magnifique. Les gens, ils n'ont pas envie de mourir, ce qu'on peut comprendre, et donc ils restent chez eux, ils sont sidérés. On les a sidérés, pas seulement en France, à tout avec le Covid. Et attention, si vous ne faites pas ça, eh ben, rappelez-vous, moi j'ai été très frappé par la vidéo la plus perverse que j'ai vue de ma vie, parce qu'on sait aujourd'hui que les jeunes, ce qu'ils ont, quand la petite fille qui va embrasser sa grand-mère, et l'image d'après, on voit la grand-mère intubée, qui est en train de mourir. Ah oui. Vous vous rappelez de ça? Ouais, totalement. Et ça, pour moi, c'est la séquence la plus perverse, la plus obscène que j'ai vue de ma vie. Enfin, en tout cas, une des séquences. C'est terrible. C'est-à-dire, on dit, regardez, alors les gens, vous savez, ils connaissent pas. Donc, ils se sont dit, mais c'est vrai, il faut faire attention. Donc, vous confinez, vous faites vous-même vos propres attestations, magnifique. Je veux dire, faites vous-même, vous fabriquez votre soumission. Magnifique, vous n'avez pas besoin, vous voyez, je veux dire, nous ne sommes plus à l'ère de la violence à la Pol Pot, à la Hitler, à la Mussolini, à la Staline et compagnie. Non, on n'a pas besoin de faire des goulades, des camps de concentration. Non, même pas peut-être de rééducation, vous voyez encore la Chine, etc. Non. On va leur faire peur. On va leur expliquer que s'ils ne font pas ça, vous pouvez ne pas le faire. Rappelez-vous, c'était extraordinaire. Le langage, la dialectique, là, c'était quoi? Ah ben vous êtes libre de vous faire vacciner ou pas. Donc première proposition, on est en démocratie, vous êtes dit. Mais si vous ne vous faites pas vacciner, restaurant terminé, librairie terminée, théâtre terminé, cinéma terminé, et puis les gens vont vous regarder, vous savez. Et puis rappelez-vous, dénoncez vos voisins si vous voulez. Ouais. Attention, voilà, ça se met en place. Soft, hein, on est soft, mais quelle douceur, comme on dit. Donc, les gens, là, ont été... Et, effectivement, quand vous parlez de Birakem et de l'assassinat, mais ça, voilà, c'est devenu, je ne dis pas quotidien, il ne faut pas exagérer, mais quand même. Vous savez, quand Oberton a écrit La France Orange Mécanique, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais je vais vous dire, moi, j'ai été très frappé, je veux dire. Oberton a fait ce que n'importe quel journaliste aurait dû faire s'il faisait son boulot. Qu'est-ce qu'il a fait, Oberton? Il a pris des quotidiens, la presse quotidienne de 2 jours en France, et il en a fait un best-seller, et bravo pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est ce que devraient faire tous les journalistes qui s'occupent des faits, etc. Il a dit, oui, attendez, c'est plus un fait divers. Regardez ce qui se passe. C'est les plus gauchistes, la PQR aussi. C'est-à-dire que c'est les premiers, on voit le Dauphiné libéré, et c'était les premiers pour autant sur l'affaire Crépol à dire qu'il y avait eu des gens qui avaient entendu les jeunes des cités, on va se faire du blanc. Et le lendemain, moi j'étais à ce moment-là, le lendemain j'achète le Dauphiné libéré, et l'article c'était d'Erwan Lecoeur, qui est spécialiste de l'extrême droite, et qui disait que la fachosphère avait tout alimenté. J'ai du mal à comprendre cette presse locale qui vit les choses sur le terrain, et le problème c'est que les Français lisent beaucoup la presse locale. Ouest France, je viens de Bretagne, ils sont un peu plus de gauche que cela. Bien sûr, mais encore une fois, voilà, mais écoutez, on est là pour traverser le réel, encore une fois, on est là dans Orwell. C'est ça, on est là dans Orwell pour des raisons X et Y, pour des intérêts X ou Y, pour des... vraiment pour, comment je dirais, est-ce que c'est un masque, est-ce que c'est ça? Mais vous savez, la presse... en fait, la tentation de la Pravda est toujours là. C'est pas parce que la Pravda était un journaliste russe que la Pravda n'existe pas un peu partout. Mais heureusement, il y a des anti-Pravda ou des contre-Pravda qui font un autre boulot. Est-ce que vous pensez qu'avec le confinement, les gens ont vraiment changé? En tout cas, moi, je trouve que ma génération, c'est plus la même qu'avant. Est-ce que pour le coup, c'est rare d'avoir des vrais chocs dans des époques? Est-ce que là, c'est pas un des chocs les plus importants qui sont arrivés et qui ont changé des générations? Très important. Alors, je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire si ça a changé, parce que vous connaissez votre génération, vous voyez, c'est vous qui savez mieux que moi ce qu'il y en a à dire. Moins qu'avant. Mais ça, c'est clair. Non, c'est-à-dire que ce qui a été instauré, et moi je crois qu'encore une fois, j'essaie de lier les liens, mais pas vraiment de façon intellectuelle, pas du tout. Je suis très frappé qu'il y a ça, et il y a la peur de dire, regardez, et pour moi c'est très lié, je vais vous dire, avec le wokisme. C'est-à-dire que si vous ne vous conformez pas pour le Covid à certaines pratiques, vous serez mal. Pour le wokisme, si vous ne vous confortez pas à certaines idées concernant un certain nombre de récits qui sont racistes, patriarcaux, suprémacistes, etc., eh bien, vous serez mal. Regardez ce qui s'est passé dans les universités, pas seulement ici, mais ailleurs.
Si on ne vous... Et pour moi, c'est lié. C'est-à-dire qu'au fond, si je regarde tout ça, que ce soit pour les jeunes ou même pour les moins jeunes, en fait, on veut vous forcer à une assignation à résidence. C'est vraiment ça. Au sein de votre cage, on va vous laisser bouger. Hein. Ce sera comme les animaux au cirque Pinder. Vous aurez le droit de bouger, mais vous avez même le droit de parler. On vous donnera des cacahuètes et ce qu'il faut pour manger. Mais attention, jusqu'à un certain point. C'est vrai pour les journalistes d'un certain nombre de médias mainstream. C'est vrai pour tout, jusqu'à un certain point. Mais... alors ça, peut-être c'est mon optimisme, et peut-être il est irraisonné, enfin j'espère que pas, c'est que je pense toujours que la nature a horreur du vide, même de ce vide-là, et qu'elle est rebelle, ou que les gens qui diront « attendez, j'ai envie de réfléchir, ça n'a pas le roi est nu », je pense qu'ils sont là, ils sont toujours là. Je pense vraiment, mais encore une fois, je peux me tromper. Vous savez, moi j'ai été très très frappé que dans la Russie, 70 ans de bolchevisme, il y a quand même Solzhenitsyn, hein. Et Solzhenitsyn, quand il a grandi dans l'Union soviétique. Et voilà, vous allez me dire, oui, mais c'est une vérité, il est seul. Non. Regardez les dissidents soviétiques, regardez les samizdat, regardez en Chine, regardez partout. Je pense qu'il y a toujours des hommes et des femmes qui diront, attendez, ça va pas. Malgré, on va leur essayer on va essayer de les formater, que ce soit dans le transhumanisme, etc. On va essayer de les arranger, on va essayer de beaucoup de choses. Mais regardez un Elon Musk. Elon Musk aurait dû être un pur produit du transhumanisme. Il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on dit. Il est pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais pas que l'intelligence artificielle commande. Et il le dit très bien, mais je prends Elon Musk. Il y a beaucoup de gens, c'est mon espoir en tout cas, je le crois. Enfin, il réconcilie les conservateurs et le progrès. Exactement. Il dit, il est ce que j'appelle, mais regardez même, on le prend pour un fou, le nouveau président argentin, le Xavier, là. Bon, c'est-à-dire que moi, je me sens... On a toujours du mépris vis-à-vis des gens d'Amérique du Sud. Oui, tout à fait. Mais vous savez, en fait, il faut être, je dirais, le côté libéral, mais au bon sens du terme, et libertaire, me paraît indissociable. C'est-à-dire que si on ne met pas avant tout, après évidemment, la nourriture, parce que si on a le ventre vide, on ne peut pas faire grand-chose. Mais après, c'est vraiment la liberté. C'est la liberté, et la liberté qui n'est pas l'anarchie. La liberté de penser, de raisonner et d'aller jusqu'au bout de sa pensée, de son action. La méritocratie. Vous savez, on est sur deux jambes. Enfin, je dis toujours, c'est basique. Il y a les droits, très bien, et les devoirs. Ne parlez pas de droits si vous ne parlez pas de devoirs. C'est n'importe quoi. Ne parlez pas de liberté si vous ne parlez pas de responsabilité. C'est aussi n'importe quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut quand même essayer de marteler dans tous les sens, y compris quand on parle je veux dire, de concret, quoi. Ouais. Comment se passent vos journées quand vous allez chez Sud Radio ? Comment vous préparez vos émissions ? Comment vous choisissez vos invités ? Ben écoutez, c'est en lisant. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je dois dire. Ouais. Moi, génération papivore, je suis beaucoup plus sur les réseaux que sur les journaux, là, aujourd'hui. C'est clair. Parce que je vais chercher, et je vois un sujet qui m'intéresse, j'ai mon collaborateur, Esteban Rania, voilà, on dit, tiens, il faudra creuser là-dessus. Et voir, voilà, c'est vraiment comme ça. C'est un travail... disons, de plein temps, hein, presque. Ouais. Mais voilà, on prépare l'émission dès la veille, on dit qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a des sujets d'actualité, des sujets pas du tout d'actualité, c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui est absurde, qu'est-ce qui est au contraire révélateur, etc. On prépare, et puis voilà, je suis en direct de midi à 14h. On reçoit des invités. Et Sud Radio vous a toujours donné une belle liberté ? Oui, très sincèrement, oui. Franchement, je ne peux pas me plaindre, je n'ai jamais eu, en tout cas... là, il ne faut pas parler de ce sujet, ou attention, ouais. etc. Oui, attention, on dit à des moments... Est-ce qu'ils arrivent à avoir une bonne diversité Oui, on a une bonne diversité. Alors, après, moi, je ne m'occupe que de mon émission. Il y a des émissions qui sont très différentes, mais et heureusement. Mais honnêtement, non, je n'ai pas eu de pression au sens, attention, parlez pas de tel, J'ai reçu Renaud Camus, comme j'ai reçu Kémy Séba. Ouais. L'africaniste, vous voyez, qui est quand même l'autre côté de la... Mais voilà, mais c'est bien, moi, allons-y. Après, je discute avec eux, je dis pas oui, bravo, amen, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour ces fêtes de Noël et cette fin d'année ? Je vous souhaite de ne jamais
vous endormir, à part les heures nécessaires du sommeil. Je vous souhaite de ne jamais vous résigner. Je vous souhaite de prendre la vie à bras-le-corps et de vivre très intensément tout ce que vous avez à vivre et aimer tout ce que vous avez à aimer. Et je vous souhaite surtout de garder la lucidité, parce que le grand poète René Char disait que la lucidité est la blessure la plus proche du soleil. Et il faut vraiment la garder intacte. Vous allez prendre quelques vacances? Oui, quand même, un peu de soleil. Merci beaucoup, André Berkoff, pour cet entretien. Effectivement, c'est un véritable bol d'air, parce que c'est toujours trouver toujours les bons mots et les bonnes références aussi, parce que c'est important aussi d'avoir des journalistes aujourd'hui cultivés. Pour les jeunes comme moi, c'est toujours très mobilisateur pour la suite. Je remercie à tous ceux qui nous ont écoutés. Je les invite aussi à se rendre en kiosque, parce qu'il y a une bataille du numérique, mais la bataille en kiosque, on a un magazine sur une terre de peuple, la question de la guerre civile qu'on a posée aujourd'hui, de la confrontation, avec de nombreux reportages. Et je vous invite à vous rendre sur notre site internet livrenoir.fr pour participer à cette grande campagne de dons, parce que effectivement, c'est important aussi de rester mobilisé et de garder notre indépendance face à une presse qui, il faut le dire, fonctionne en écosystème et qui est très difficile à affronter. Et merci Éric Tegner, merci pour votre invitation. Vraiment, on a eu le temps de parler. Et je voulais vous dire, quand j'ai vu votre magazine, qui est excellent par ailleurs, et quand j'ai vu, une terre de peuple, ouais, j'ai pensé à quelque chose quand même. C'est exactement ce comment on qualifie le Proche-Orient, ouais, depuis 40 ans. Est-ce qu'on va arriver à 2 États en France? Question. J'espère pas, mais c'est vrai, ça m'a frappé, ça. Oui, parce qu'en fait, c'est l'importation déjà de ce conflit chez nous, en l'espace de 2 minutes, en raison d'une démographie, et l'enchaînement, moi je vois tous les jours, en fait, et vous vivez aussi, on se dit, tiens, il y a une grosse actualité, on pense que ça va se calmer, et depuis le mois de juin, ça ne s'arrête pas. Les émeutes, le 7 octobre, Dominique Bernard, Bir Hakeim, Crépol, et malheureusement, on imagine que ça ne s'arrêtera pas forcément demain. Voilà pourquoi il faut rester éveillé. Voilà, woke, c'est ça, c'est le terme. Merci beaucoup André Berkoff. Merci. Et je souhaite à tous nos auditeurs de très belles fêtes de Noël. Voilà. Tout à fait. À bientôt. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie du nouveau magazine Livre Noir, en kiosque le vendredi 8 décembre, et déjà disponible en pré-vente sur notre site www.livrenoir.fr. Ce second numéro, nous l'avons intitulé « Une terre, deux peuples ». Il nous a conduit à mener des enquêtes dans les cités de Marseille, au cœur du trafic de drogue et des zones de non-droit, dans la prison des Baumettes, où sont enfermés les principaux caïds, à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, avec ses prières de rue et ses marches au cri d'Allah Akbar, en Israël, près de la bande de Gaza, ou en Arménie, tous deux confrontés à une nouvelle guerre de civilisation, également sur les routes de la drogue, d'Anvers et les bouleversements démographiques qui bouleversent l'Europe et la France, de Cologne à Roubaix, en passant par la Cité de la Monnaie, à Morand-sur-Isère. Avec une question sur toutes nos lèvres que nous avons posée aux nombreux membres du renseignement, de la sécurité intérieure ou des forces de police que nous avons rencontrés en off pour cette enquête inédite. L'affrontement de ces deux peuples est-il possible? Quelles étapes demain en cas de nouvelles émeutes? Sommes-nous prêts? Quel est le plan en cas d'émeutes aggravées? Que se passera-t-il enfin en 2024 avec le défi sécuritaire des Jeux Olympiques? Et ce que nous avons découvert est glaçant et inquiétant. Depuis les émeutes de juin dernier, la France a basculé dans une nouvelle phase de violence. Avec les pillages, la haine anti-police, la France a découvert que le mal ne rongeait plus uniquement les banlieues du 93 ou de Marseille, mais touchait désormais de nombreuses petites villes, réparties sur l'ensemble du territoire. Les cités ne sont plus en vase clos, elles s'exportent désormais dans les villages environnants, dans une perspective de conquête de territoire, comme nous l'avons malheureusement vu cette semaine. Fruit de 40 années d'immigration massive, notre société a produit de jeunes racailles issus de l'immigration de 16, 17, 18 ans de nationalité française, qui faisaient de la haine anti-France un moteur. Cette haine, cette deuxième société, a causé de nombreux morts, dont celle plus récente de Thomas, frappé dans le petit village de Crépol par une bande de jeunes de cité comme on dit. Aujourd'hui, sur une terre, il y a désormais deux peuples. Alors qu'ils n'ont pour certains connu que la terre de France, ils refusent d'avoir les mêmes martyrs. Alors qu'ils enterrent leurs morts sur le même sol que nous, ils veulent leur propre cimetière. Il y a un peuple qui pleure sa petite sœur assassinée, ses bébés attaqués au couteau, sa fille traînée sous une voiture, ses professeurs égorgés. Il y en a un autre qui pleure son petit ange,
ces jeunes des quartiers, ces victimes du racisme? Qui parmi nous eut une larme pour Ziad Ebouna? Qui parmi eux en eut une pour Lola? Alors pour nous soutenir et recevoir votre magazine chez vous, la veille de sa parution en kiosque, je vous invite d'ores et déjà à commander ce numéro exceptionnel en ligne sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous de votre soutien. On espère que ce numéro vous plaira. À très bientôt.